Alors, bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je tourne ça, je vais faire deux vidéos d'affilée. Je tourne ça, on est le 20, je sais plus, je me suis dit que je le savais, mais en fait, hop là, le 25/03 2023, je viens de rentrer de là où je devais aller à Montpellier, alors que je n'y ai pas été du coup, parce que j'étais bloqué sur l'autoroute parce qu'il y avait des barrages filtrants. Donc du coup, bah, je suis rentré chez moi et je me suis dit, au lieu de dormir, profitons de ce temps, mettons-le à utilisons-le à bon escient. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je me suis posé une question dans la semaine, à savoir si la chronologie des médias avait été changée, transformée en France, parce que normalement, vous savez, enfin, il y a beaucoup de polémiques par rapport à Disney, tout ça et tout. Comme quoi, ça devrait être euh, une chronologie qui s'étale sur 3 ans. Donc, cinéma, exploitation Blu-ray, DVD, etc., etc. Et après, c'est 1 an et demi, normalement, enfin 1 an après, normalement, à la téloche, donc chez nous, sur Canal+, et ensuite, au bout de 2 ans ou 3 ans, peut-être même à la télé. Et vous le savez, depuis le Covid, en fait, enfin, depuis les restrictions sanitaires liées au Covid, suite auxquelles j'ai tout perdu, quoi, hein, j'ai plus du tout la même vie. Euh, Par conviction, je ne vais plus au cinéma. Alors, je ne vais plus au cinéma, j'ai mis une parenthèse là-dedans, c'est je ne vais plus au cinéma de mon propre chef. Quand on m'invite, j'y vais. Sinon, je n'y vais pas, je refuse en fait de cautionner encore ce système-là, parce qu'ils n'ont pas joué le jeu et qu'ils auraient dû. Donc, ça, c'est acté. Et donc, je n'avais pas vu le dernier James Bond, qui est sur Amazon Prime, donc qui est sorti en 2021. On est en 2023 au moment où je tourne, et c'est pour ça que cette question me taraude et je me dis, est-ce que c'est normal de ne pas avoir eu euh, cette chronologie des médias de 3 ans respectée, parce que j'avais cru comprendre que chez Disney c'était un problème, parce que ben, ils voulaient sortir leurs films non pas au cinéma mais directement sur Disney ⁇ en même temps en fait. C'était au cinéma et sur Disney ⁇ en même temps, et ça les gênait de ne pas pouvoir avoir le choix de l'exploitation comme ils le désiraient eux. On peut comprendre d'une certaine manière. Après, d'une autre part, on peut se dire, bah non, en fait, tout le monde joue le jeu, parce que la création en France, elle est aussi financée par ce que vous faites comme bénéfice. Et ça sert à l'exploitation du cinéma français. Bon, vu la gueule du cinéma français, à titre perso, alors après, voilà, on va pas rentrer dans l'ultime et l'infime détail qui va être là, tu vois, juste positionné ici, où tu vas dire, ah oui, mais ce film-là, en fait, on fait une généralité, hein, comme dans tout dans la vie, de toute façon, on fait des généralités, et ensuite, on vient vraiment picorer ce qu'on pense qu'on a besoin de récupérer. Et là, du coup, c'est vrai que financer le cinéma français, je me dis, ça peut être une super bonne idée de manière générale, selon la contribution et la rétribution générale de l'exploitation en salle. Après, c'est vrai que quand tu es Disney, tu dis, bah ouais, mais enfin, moi j'ai mis en place l'ensemble de ma plateforme, l'ensemble de l'exploitation, je pourrais la faire uniquement là-dessus. Je choisis quand même de sortir le film en salle, ça va quand même générer des taxes, ça va quand même générer tout ça et tout. Et vous m'interdisez de faire ça. Donc on peut comprendre en termes de business brut, on peut le comprendre, mais en France, on a cette spécificité-là. Moi, je comprends tout à fait cette spécificité, donc il n'y a pas de problème, mais je me dis, c'est 3 ans normalement. Et c'est pour ça que je me pose la question. Si vous savez dans les commentaires, dites-moi, parce que c'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder, parce que bah, j'ai pas eu le temps. Et du coup, je me dis, j'ai pas eu le temps et je voulais vraiment échanger là-dessus avec vous. Donc j'ai pas, bon, je l'ai pas fait en live parce que j'y ai pas pensé, parce qu'avec Mathias on a fait d'autres trucs les 2 3 semaines précédentes là. Et c'est vrai que cette semaine-ci, j'ai regardé ce James Bond. Je me suis remis dans la période de Daniel Craig James Bond, où il y a quand même des films qui sont incroyables. Et là, je ne vous mens pas, j'étais en train de lancer Quantum of Solace, qui est l'épisode de James Bond tout court, le moins connu de tous les temps. En fait, c'est un truc de fou, et peut-être le moins connu, et certainement aussi le moins connu de la phase Daniel Craig. La phase Daniel Craig qui m'a surpris par sa fin. Alors attention, spoiler alerte, à la fin de No Time to Die, je crois que c'est ça, le dernier. Parce qu'en fait, l'affiche sur Amazon, elle est en français. Alors le film, c'est en VO, quoi. Mais, enfin, c'est en VO. Je le regarde en VO. Mais l'affiche, c'est en français. Mourir peut attendre, je crois que c'est ça. Celui avec Anna de Armas.
Et, et en fait, donc il y avait donc les rumeurs donc de James Bond, enfin de 007 qui serait une femme, de 007 qui serait peut-être noire, tout ça et tout, mais les gens qui n'ont pas compris, c'est que 007 c'était juste un matricule en fait. Donc du coup, je me dis c'est bizarre d'avoir réagi, enfin, ouais, stupidement quoi. Que les gens ne veuillent pas que James Bond ne soit pas blanc, je me dis bon, pour, je le comprends en fait. Voilà, James Bond, c'est peut-être un nom qu'on peut imaginer dans l'imaginaire collectif. Après, le personnage est tellement ancré dans l'imaginaire collectif que peut-être on a du mal aussi à dépasser cette attente-là, cette, euh, cette expectation. Je ne sais même plus en français, mon Dieu, c'est terrible. Du coup, voilà, c'est vrai que cette attente, voilà, merci, cette attente, on a du mal à dépasser cette attente, et du coup, je me dis, bon, peut-être que ça peut gêner certaines personnes. Après, que ce soit une femme, c'est pas gênant. Si tant est qu'elle s'appelle pas James Bond, c'est une femme qui est agent secrète. Voilà, enfin, c'est pas. Je sais même pas si on dit agent secrète ou agent secret, du coup. Je vois absolument pas le problème. Et du coup, donc, quand j'avais lu, donc comme tout le monde, hein, on avait vu donc les déboires de tournage, tout ça et tout, il y a eu beaucoup de reshoots parce que il y a eu beaucoup de reshoots parce que il y avait je sais plus, il y avait je sais plus quelle est la marque, je crois que c'est la marque de montre, je crois que c'est Omega, hein, toujours chez pour James Bond, où en fait la montre qu'il portait quand le film a été tourné au début, donc quand toutes les scènes ont été mises en boîte, il devait y avoir un modèle qui devait sortir à un certain moment, donc peut-être fin 2019, fin 2020 peut-être, ou fin 2021. Et en fait, comme le film il n'est pas sorti au bon moment, et ben il n'est pas sorti au bon moment pour faire la promo de l'article. Et donc du coup, ben, ils se retrouvent obligés de retourner plein de scènes, de refaire revenir donc quasiment tout le cast. Enfin, c'est un film qui a coûté un pognon de dingue, d'aucuns diraient. Et du coup, c'est vrai que quand donc je ne l'ai pas vu, vous le savez, il y a quelques années, du coup, maintenant, il y a 2 ans en arrière, ma mère m'a dit achète-toi un grand écran, tu ne vas plus aller au cinéma, tu n'as plus envie parce que ben, je pense que tu as raison pour donc, les raisons que j'ai évoquées au début de cette vidéo, en fait. Et du coup, c'est vrai que je me fais des séances Cinoche à la maison. Je sais que c'est pas la même chose, mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, ben, moi j'ai mon confort. Je suis pas obligé de sortir pour le bordel ambiant dans Marseille. Et en plus de ça, je me tape pas tous les animaux dégueulasses que vous vous tapez quand vous allez en salle de cinéma. Dixit, Creed 3, entre autres. Mais j'ai vu ça pour plein d'autres films apparemment. Enfin, je l'ai pas vu sur Twitter, je l'ai vu sur Insta où c'est pas que en France en plus, c'est que dans plein de pays occidentaux, on précise, où les gens sont complètement dégénérés et ils se disent que ouais, c'est pas grave d'agir comme ça dans un cinéma. Moi, j'aime le calme et le silence. Et c'est vrai que le problème, c'est que les dernières séances que j'ai fait quand on était avec Mathias, euh, c'était pas. Ah ouais, il y avait Dune. Mais parce que voilà, le public à qui s'adresse Dune, c'est un public aussi ben, différent. Pour Batman, c'était compliqué. Je sais plus trop qu'est-ce qu'on a fait en dernier, mais voilà. Enfin, pour Batman, il y avait déjà quand même pas mal de bruit dans la salle, alors qu'on n'a pas été au début. Et puis il y a eu d'autres, on a fait un ou deux autres films entre temps. C'est compliqué. Enfin, moi, ça me dit plus rien d'aller au cinéma, quoi, en fait. Vraiment, c'est con parce qu'il y a un super cinéma qui a ouvert sur Marseille, un cinéma qui propose du cinéma d'art et d'essai, tout ça en plus de films indés, donc qui complète les variétés. Donc, euh, c'est quoi? C'est le cinéma qui a la Canebière. C'est Arnebière, Cinémart, Cinart, je sais plus exactement comment il s'appelle, qui a l'air vraiment super. Enfin, pas à l'air, il a l'air magnifique, franchement. Mais le problème, c'est que c'est non, quoi. C'est juste non, parce que j'ai pas envie de me taper toute la faune et la flore marseillaise pour aller au Cinoche, juste pour aller au Cinoche, et se prendre la tête, voir des gens qui se tapent dessus. Enfin, bon, on a vu des trucs là pour One Piece l'an dernier, en 2022, où c'était enfin, voilà, c'était la foire d'empoigne, c'était un zoo, quoi, en fait. Sauf que dans un zoo, ce sont des animaux et pas des êtres humains. Bref, et donc du coup, voilà, donc ça, parenthèse fermée aussi. J'étais là, je me suis fait donc petite séance, donc en plus, bah, je suis dans mon confort, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et alors je sais, hein, me faites pas la leçon, c'est ouais, tu comprends, ça contribue, tu contribues pas à l'économie, tout ça et tout, mais j'ai voulu y contribuer pendant le Covid. Le problème, c'est que ils ont choisi de fermer, alors que c'était le moment où on en avait le plus besoin. Donc du coup, voilà. Et quelle ne fut pas ma surprise de, donc, attention spoiler, de savoir, enfin de savoir, de voir que James Bond meurt à la fin. Euh, Là, en fait, je suis un peu.
c'est génial parce que, en fait, je vous fais cette vidéo parce que c'est vraiment pour mon ressenti. Désolé hein, pour les reniflements, je me fais une putain de crise d'allergie aujourd'hui, c'est terrible. C'est l'énervement d'avoir passé 3h30 dans la bagnole pour pas avoir avancé, hein, pour avoir fait 40 km, c'est magnifique. Euh, le truc, c'est que euh, d'après Daniel Craig et... ah merde, je me rappelle plus comment elle s'appelle, je me suis dit j'allais retenir son nom, je l'ai lu juste avant, je me souviens plus. Bon, la descendante Brocoli, là, celle qui s'occupe, enfin qui a à la production de James Bond, en fait, euh, ils se sont entendus à la fin de Casino Royale, à la fin du tournage de Casino Royale, donc le premier de son arc à lui, pendant une avant-première, je crois que c'était l'avant-première londonienne du coup, où en fait, il faut qu'on fasse quelque chose, Daniel. Oui, quelle est ton idée? Eh bien, à la fin je veux faire 4 épisodes et je veux que James Bond meure. Mais est-ce que ça sert qui en fait? Ça sert les intérêts de qui? Parce qu'en fait, ça sert les intérêts de Daniel Craig, mais Daniel Craig, c'est... Et en fait, vous allez voir, hein, je vais faire un côté négatif, mais je vais faire un côté positif aussi. Et je me dis, putain, c'est dommage d'avoir un prérequis comme ça pour se dire, bon voilà, je fais 4 épisodes, bon, pourquoi pas, quoi, en fait. Après, voilà, le truc, c'est que, bon, il en fait 5, mais en même temps, quels épisodes? À titre perso, il y a, je pense, un des James Bond préférés de plein de gens à l'intérieur de son arc, c'est Skyfall, qui est incroyable. Qui est incroyable parce que aussi il y a une bande originale qui a amené à faire c'est Adele, une superstar, enfin une giga star, au même titre, je dirais peut-être même au-dessus de ce qu'a été Tina Turner dans les années 90 pour la bande originale de GoldenEye, donc pour le titre phare du film GoldenEye. Tina Turner c'était une méga star avant aussi. Adele c'était une star, mais pas une méga star comme ça quoi en fait. Et c'est vrai que on était rabattu tout ça et tout de cette bande originale, on était rabattu de tout ça et tout. Et du coup c'est vrai que quand t'entendais les notes et c'est The End et tout, et là tu dis putain. Waouh, là vous voyez, pour moi ça me donne les frissons parce qu'en fait la chanson elle est magnifique et en plus l'esthétique de ce film est superbe. Et donc Sam Mendes, il fait un travail de ouf. C'est Sam Mendes, faut pas trop t'étonner. Hein. Et surtout que les 2 épisodes d'avant, donc Casino Royale, ça a tout claqué au niveau, ça a tout pété au niveau du box-office, mais ça a vachement écorné l'image de James Bond. Il est blond, aux yeux bleus. Faut se remettre hein, c'est en 2006, je crois, en 2005 ou en 2006. Hein. Promo de ouf, nouvelle Aston Martin, machin et tout. Les gens, ils étaient là, ils se sont dit, oh là, attends, hein. James Bond, c'est un monstre sacré du cinéma. On n'y touche pas comme ça. Il faut faire très attention à ce que vous faites, tout ça et tout. Ils sont arrivés, ils ont mis un stock de ouf, parce que bon, Daniel Craig, c'est quand même une sacrée caisse, quoi. Enfin, pour James Bond, pardon, c'est quand même une sacrée caisse. Bon, il est quand même balèze, quoi. Super balèze. Pour James Bond. Donc ils font ça, ils le font, ils lui donnent une amoureuse et il est amoureux d'elle et en même temps qu'elle amoureuse. Voilà, c'est Eva Green donc qui joue le rôle de Vesper quoi. Euh, c'est Eva Green qui est plantureuse à souhait, qui est magnifique. Enfin c'est une, elle a un côté ultra désirable en fait à l'intérieur de ce rôle-là, même si esthétiquement, je veux dire, elle a ce côté-là qui peut paraître désirable, elle l'est, hein. Enfin, petite perso dans ce film-là, elle est sensualisée à mort, c'est génial parce que c'est vraiment le but, et en même temps, elle donne les codes, c'est ça qui est beau en fait dans cette histoire d'amour en fait, qu'ils entretiennent tous les deux, c'est que lui ça le quitte pas, et on voit que ça le quitte pas jusque dans l'épisode, donc No Time to Die justement en fait, où il se fait bait dès le départ en fait, enfin il se fait avoir en fait dès le départ, avec sa photo à elle, avec peut-être voilà, enfin la tombe où elle est enterrée. On suppose que c'est quand même vrai parce qu'il y a quand même, on sent qu'il y a un périple, qu'il y a un cursus qui est amené, tout ça et tout, piégé par Spectre, évidemment. Et du coup, j'aime en fait que tout cet arc narratif là pour ce James Bond, il soit autour d'un seul tenant en fait d'un seul tenant et du coup d'un aboutissant aussi, qui soit Spectre. Ça, c'est le premier épisode qui dynamite tout, qui fait un braquage de fou au box-office, un vrai braquage de fou. Euh, Petit fait rigolo à l'intérieur de ce James Bond. Il y avait à l'époque, je crois que ça a été battu après, je crois que c'est pour un Fast and Furious, il y avait le record de tonneaux en voiture prévu et programmé avec quelqu'un, avec une cascadeuse en fait,
ou un cascadeur peut-être, donc dans la bagnole, mais quelqu'un sur la route. Un truc de fou, quoi. Et donc, le quelqu'un, c'est Vesper, donc Eva Green, qui, au spoiler, meurt à la fin. Et c'est terrible, parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de voir, et c'est là où c'est génial. Moi, j'adore Casino Royale. J'ai même le collector de Casino Royale, je sais plus exactement où il est, enfin, il doit être dans des cartons, mais je sais plus où je l'ai foutu. Si, je crois que je sais, il est là-dedans. Euh, dans ce meuble-là. Et en fait, c'est génial parce que, donc, en fait, c'est un peu le contre-emploi de ce qu'on imagine. Alors, c'est là où c'était vraiment super dans le Casino Royale. On nous montre quelque chose qu'on n'imagine pas de James Bond, et en même temps, on nous montre un James Bond qu'on n'imagine pas non plus. Habituellement, je ne vais pas dire qu'on l'imagine non plus, mais quand c'était Pierce Brosnan, j'adore Pierce Brosnan en James Bond, il y avait ce côté ultra dandy, chic, tout ça et tout, où il cassait des gueules, mais avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de flegme, tout ça et tout, donc quelque chose qu'on imagine très français aussi, le flegme c'est quelque chose d'extrêmement français, et du coup véhiculé dans l'imaginaire collectif, quelque chose de flegmatique, donc qui est anglais aussi. Et là, dans le Casino Royale, on a donc ce côté flegmatique, on a ce côté ultra bourrin, et en même temps on a ce côté ultra sensible, derrière cette espèce de stock de blocos là de Daniel Craig pour ce James Bond, où il casse des gueules à tout va, où il fait tout péter et tout, et en fait en même temps l'armure se brise parce qu'elle est là et elle le fragilise pas, elle le rend plus fort, mais en même temps c'est sa fêlure à lui, vous savez, c'est un peu la petite, c'est ce que je dis souvent en fait, j'utilise ce terme souvent, vous savez, c'est un peu l'espèce de plaie des fois, ou l'espèce de petite plaie qu'on peut avoir en fonction de ce qu'on mange ou quoi dans le palais ou au niveau de la langue, et on lèche, au plus on lèche, au plus ça pique, au plus ça pique, au plus on lèche, et ça s'arrête jamais. Et là, c'est un peu ça. Il est très émouvant, je trouve, cet épisode, à titre perso. Et en plus, bon, en plus, il y a Mads Mikkelsen à l'intérieur, donc du coup, je ne veux pas bouder mon plaisir, hein, parce que Mads Mikkelsen, c'est quand même la grosse classe, qui joue le chiffre. Et on comprend que il y a beaucoup d'autres choses derrière, mais c'est laissé en suspens. Derrière, qu'est-ce qu'on vous fait 2 ans après, jamais il y a ça pour James Bond, c'est jamais 2 ans après un James Bond. C'est 3, 4 ans, 5 ans, des fois même 5 ou 6 ans même pour attendre du James Bond et tout. Et là, tu dis putain, vous allez super vite en besogne. Qu'est-ce qu'on nous propose? La suite directe, c'est jamais vu. Et en fait, c'est pour ça que quand les gens ils ont vu Star Wars l'épisode 8, ils se sont dit oh mon dieu et tout, il n'y a pas de franchise qui fait ça et tout, la suite directe et tout. Si, il y avait James Bond 10 ans avant, qui faisait la suite directe de son épisode de relance, donc de relance avec un nouveau James Bond de fou, donc qui objectivement, et on le sait maintenant, on ne le savait pas au départ, avait signé pour 4 films. Il avait pas signé, mais il avait donné son accord pour 4 films en fonction des succès au box-office. Et derrière, donc, on a un épisode de fou. Moi, c'est un épisode que j'adore, mais vraiment, c'est un épisode incroyable. C'est Quantum of Solace, que je vais regarder juste après. D'ailleurs, j'enregistre ça. Je vais peut-être faire une vidéo après pour la série Severance, que j'ai vue il y a une semaine, que j'ai trouvé incroyable. Severance, c'est sur Apple TV, mais je vous en parlerai. J'ai noté, j'ai pris des notes, donc vous savez que si je prends des notes, c'est pour en parler, comme j'avais fait pour Obi-Wan. Et ça vous avait bien plu d'ailleurs. Et du coup, avec des acteurs de fou, mais on y viendra. Et donc du coup, c'est vrai que Quantum of Solace, avec Olga Kurylenko, pareil, et avec Gemma Arterton à l'intérieur, c'est ça? Non. Oui, c'est ça, il me semble que c'est elle. Dinguerie complète, avec une bande originale signée par Jack White, donc Another Way to Die, et Quantum of Solace, et avec Mathieu Amalric en plus, en français. Et j'ai l'impression que c'est le fil conducteur de la période Daniel Craig, c'est d'avoir des Français dans chacun des films. Dans Skyfall, à part dans Skyfall, je crois qu'il y a quelqu'un, je sais plus qui est la James Bond girl dans Skyfall, peu importe. Mais voilà, il y a vraiment, il tombe amoureux en plus, il tombe amoureux 2 fois, et il tombe amoureux de françaises en plus à chaque fois. Il tombe amoureux donc de Eva Green, donc, qui est française, hein, qui est la fille de Marlène Joubert, et à la fin de celle que tout le monde déteste, là, je sais plus, la fille Gaumont. Euh, Chloé, non, je sais plus. Bon, je sais plus comment elle s'appelle, bon, c'est pas grave. Et bon, je suis pas hyper fan. Je dis que tout le monde la déteste et elle dit je suis pas hyper fan. Parce qu'en fait, j'aime pas son jeu d'acteur. Mais bon, enfin, si elle est là, à un moment donné, si t'es là, c'est pas que parce que t'as du piston non plus, quoi. Enfin, tu peux être là parce que t'as du piston au début, mais après dépasser un certain stade, je suis pas sûr que ce soit réellement le cas. Et du coup, donc, cet épisode de Quantum of Solace, je le trouve en vrai incroyable.
je le trouve incroyable. Je crois que, vraiment, véritablement, aussi puissant puisse être mon amour pour Skyfall, je crois que Quantum of Solace va au-dessus. Parce qu'en fait, le film est court, il fait 1h46. Donc 1h46 avec le générique. Donc en fait, il est très très court. Donc du coup, ça y va. Et en même temps, je me dis, c'est un espèce d'épilogue au Casino Royale. Parce qu'en fait, quand vous commencez cet épisode, là je viens de lancer le début, je vais remettre du début après quoi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient de se passer, et en fait c'est Monsieur White qui a été kidnappé à la fin de Casino Royale, et qui est mis donc dans le coffre de l'Aston Martin, et on commence en plein dans la course-poursuite, qui est délicate, tout ça et tout au début, sauf que bah non, en fait, 30 secondes après, tu sens que ça y va à fond, et moi, là, vraiment, ça, c'est le genre de truc que j'adore. J'adore cet esprit de se dire, eh ben, on va casser les codes, mais d'une manière un peu plus intelligente. On va faire de ce James Bond-là la suite directe de l'épisode précédent, parce que qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se venger. Et il veut se venger parce que le personnage de James Bond ne se venge pas. Le personnage de James Bond fait quelque chose que les autres ne font pas. Il reste agent secret et il reste agent 00 jusqu'au bout. La patrie d'abord, la mission avant tout. Et c'est génial, sauf que là, voilà, tout se mélange un peu, il y a cette espèce de corrélation un peu qui est très... justement, ce côté suave qu'il a, cette espèce de fêlure, cette délicatesse qu'il a. Et j'ai l'impression même que dans l'ensemble des bandes originales de l'arc euh, Daniel Craig, il y a toujours ce côté Vesper Green qui est toujours présent. C'est une espèce d'ombre planante, d'ombre pesante. Je sais pas, dans les commentaires, si vous êtes arrivé jusqu'ici et si vous avez envie de me lâcher, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ça. Parce que j'ai vraiment, on va déballer des cartes, hein, je pense, de James Bond aussi, parce que j'ai 2-3 plans super sympas. Et je me rappelais plus, mais en fait, j'ai des cartes de James Bond que j'avais eues à l'époque. On verra. Si je remets la main là-dessus, je pense que ça, par contre, ça doit être au vide. J'ai dit au vide-grenier. Au garde-meuble. Si j'arrive à remettre la main dessus, je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour vous montrer un peu. Il y a vraiment des trucs super sympas. Et en fait, ça me plaît, cet épisode me plaît parce que je me rappelle d'une esthétique forte. Et en plus de ça, de l'esthétique forte, il y a un côté, je trouve, avec un standing particulier en fait. Et du coup, d'avoir eu cet épisode-là qui sort de cette manière-là, d'une manière aussi rapide, il s'est fait défoncer par la critique, il s'est fait défoncer au niveau du box-office, parce que ça l'a pas fait en fait, parce que les gens n'attendaient pas un James Bond aussi rapidement. Et en plus, c'est vrai que la critique a eu des mots durs, que je peux comprendre, le film n'est pas parfait, mais on s'entend. Je sais bien que le film n'est pas parfait, mais c'est justement pour ça que je trouve qu'il y a des trucs qui sont ultra intéressants à récupérer, qu'on n'a peut-être pas chez les autres, qu'on n'a peut-être pas dans d'autres films, mais qu'on n'a pas non plus dans les autres films avec Daniel Craig. J'ai l'impression que cet épisode-là, il paye un peu les pots cassés de ce que les gens attendaient que James Bond serait pour Casino Royale, donc dans le renouveau de James Bond, que ça n'a donc pas été. Et du coup, ils se sont dit, j'ai bien aimé, mais je ne sais pas si j'ai bien aimé cet acteur dans James Bond. En James Bond. C'est dommage parce qu'il l'aurait vu dans Layer Cake juste avant. Il y a un plan qui vous fait voir instantanément pourquoi et comment les casteurs et les producteurs, ils se sont dit c'est lui qu'on veut. Donc dans Layer Cake, hein, vous irez faire un tour, un film avec Sienna Miller en plus, et Daniel Craig hein, évidemment du coup. Parce qu'en fait, il y a un plan à un moment donné où il est avec un... il tient en joue enfin, il a son arme pointée dans un couloir, espèce de truc. Je crois même que ce plan-là, il est un peu saturé, désaturé, je sais plus exactement. Je sais même pas s'il est pas saturant, désaturant en noir et blanc. Et en fait, vous voyez instantanément cette posture et vous vous dites, c'est lui, c'est James Bond. Mais vraiment, hein, sans déconner, moi quand j'avais vu ce truc-là à l'époque, je connaissais pas l'acteur. Et je m'étais dit, putain, mais il est incroyable, on dirait un James Bond. Il a tout du James Bond. Et en plus, c'est vrai qu'il avait cette apparence plus svelte, moins ultra tankée en fait. Et donc du coup, je pense que Quantum of Solace a dû payer ça, c'est dommage d'ailleurs, parce que l'épisode ne mérite pas ça. Et vraiment, si vous n'avez pas vu le film, je vous recommande, faites-vous, je vais dire même, faites-vous l'arc complet, l'arc scénaristique complet de James Bond par Daniel Craig, enfin avec Daniel Craig, parce qu'en fait, donc déjà ils sont tous dispo, si je dis pas de conneries, ils sont tous dispo sur Amazon. Si vous êtes abonné à Amazon, bah, ça vaut le coup d'y faire un tour. Si vous y allez jamais, ça vaut aussi le coup d'y faire un tour. Mais
ça vaut le coup parce que vous verrez que les films, en fait, ils se tiennent vraiment tous. Et donc derrière, après, on a le, la razzia de box-office, ce qui propulse donc Adele en superstar. Et pareil pour Daniel Craig, qui était quand même vachement décrié, même après avoir fait le carton au box-office sur Casino Royale et la contre-performance de Quantum of Solace. Derrière, on a Skyfall qui pète le box-office complètement, qui fait plus d'1 milliard de dollars au box-office. Alors je sais que c'est pas un gage de qualité, etc., etc. Je suis pas dupe, mais à un moment donné, c'est qu'il y a plein de gens qui ont été voir le film, qui l'ont vu une fois, ils se sont dit il faut que je le revoie une seconde fois parce que j'ai vraiment trop kiffé. Le générique est excellent. La scène pré-générique, elle est incroyable aussi. Le générique est fou. Et derrière ça, donc il est fou, mais pas aussi puissant, je trouve, que celui de Quantum of Solace qui me marque. Alors la musique, par contre, je préfère la musique de Skyfall, mais le générique, je trouve que le générique de Quantum of Solace c'est vraiment beaucoup plus sympa. Je vous laisse aller regarder, hein, vous verrez, c'est vraiment cool. Vous savez qu'on n'a pas le droit de mettre des extraits et tout ça, parce qu'au cas où, on sait jamais, on se fasse de l'argent là-dessus. En plus, avec les vues que je fais, je vais me faire des couilles en or. Et, et donc, du coup, si vous avez l'occasion donc, de faire les comparatifs des génériques, vraiment, vous allez kiffer. Et derrière, ce qu'il y a de vraiment génial, c'est qu'en plus, ça, donc, on a un Javier Bardem qui en fait trop. Et moi, j'ai du mal avec. J'adore Javier Bardem, je l'adore. Et là, je sais pas, j'ai un peu. Voilà, en fait, il en fait trop. Et en même temps, eh ben non, mais j'avais raison, il y a une française là-dedans, c'était exactement ça, parce que je m'étais dit, c'est le fil rouge, une francophone, une française, c'est Bérénice Marlowe, ça me revient d'un coup, cette actrice qu'on avait vue à l'époque dans une publicité de chez Dacia en France, pour le Dacia, le 4x4, là je crois qu'ils avaient sorti ou quoi, c'est on va pas quand même dépenser si peu, et elle avait un espèce d'air euh, ultra hautain, ultra dédaigneux, ultra sympa du coup, donc à voir qui avait couru les castings dans toute la France sans jamais être prise. Et en fait, elle a passé un casting, enfin, elle a fait un casting à Londres pour le futur James Bond et elle a été James Bond Girl, c'est quand même la classe quoi. Et je crois en plus, je crois que la France c'est le pays le plus représenté dans les James Bond Girls, c'est quand même pas mal quoi. C'est quand même plus que pas mal d'ailleurs, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire peut-être aussi que l'Angleterre pense qu'elle baise la France. C'est peut-être quelque chose. C'est une théorie différente, mais c'est peut-être une théorie intéressante aussi. Et donc du coup, il y a donc cette femme qui a un charisme. Voilà, elle est envoûtante. Il y a peut-être moins de sensualité. Alors il y a un charisme et elle est vraiment. Enfin, elle est fantomatique et donc elle est envoûtante. Elle n'est pas fantomatique parce qu'elle a le teint pâle ou quoi, au contraire, parce qu'elle a la peau mate et tout. Donc elle est vraiment. Enfin, elle a un charme incroyable. Et derrière ça, ben, il y a ce côté-là, voilà, justement, où bon, malheureusement son personnage se fait flinguer. Et du coup, lui, ça le ramène à certaines choses, parce qu'il est en train de lutter contre Spectre, mais il veut quand même se venger, il veut casser la gueule à tout Spectre. Et donc, il faut protéger la James Bond Girl ultime, c'est M. Euh, et donc, du coup, ça m'a beaucoup parlé, ce rapport de filiation qu'ils entretiennent en fait l'un l'autre. Ça m'a beaucoup plu, même. C'est plus que parler, c'est que ça m'a vraiment beaucoup plu. Qui décède à la fin, mais c'est pas grave. En fait, on nous introduit donc Mallory, donc enfin Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, ouais, qui arrive dans cet épisode. Et j'aime le fait qu'on arrive justement à Skyfall et que Skyfall, ça soit la maison familiale, tout ça et tout, où on va vraiment détruire le passé. En fait, cette entreprise de l'ère Daniel Craig, c'est vraiment l'entreprise de désacralisation totale de James Bond. Ça me parle beaucoup, ça me touche beaucoup. Là, je vous dis, à la fin de No Time to Die, en vrai, ça m'a filé mal au bide. C'est un truc de fou. Je pensais pas qu'en regarde. J'aime beaucoup James Bond, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les films James Bond, je les regarde très souvent. Enfin, très souvent. Souvent, je les regarde pas tous les ans, comme je me fais des marathons avec Le Seigneur des Anneaux ou quoi, mais. Ou comme pour Matrix. Mais tous les 4-5 ans, je me refais quand même tous les épisodes. Je trouve que c'est important. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est important. Et j'ai une préférence pour l'ère Roger Moore. J'aime beaucoup Roger Moore. Mais là, j'ai vraiment cette appétence d'envie. Alors je vous dis, vous voyez, je suis pas ultra fan, parce que j'avais été ultra fan, j'aurais été le voir au Cinoche. Mais ne l'ayant pas vu au cinéma, là, voyant comprenant qu'il allait mourir à la fin, tu le comprends très vite en fait dans le film. Je me suis dit, putain,
ouah, cette sensation, ça fait une espèce de boule dans le ventre et tout. Je me suis dit, putain, ça me gêne de fou parce que j'ai pas envie de voir James Bond mourir en fait. J'ai absolument pas envie de ça. Ça me gêne et ça me dérange. Et donc, du coup, c'est génial parce que ça me. Faut pas oublier que le cinéma, c'est quand même. Bon, c'est une industrie, mais c'est aussi de l'art. Et donc, c'est vrai que ça demande aux spectateurs d'avoir de l'engagement avec ça. Et donc, d'avoir une certaine retenue, un certain recul aussi, peut-être. Et donc, on finit avec Skyfall. Ce qu'il y a de génial, justement, c'est ce retour à Londres, le retour de l'Aston Martin qu'on connaît, donc la vieille Aston, le DB6, c'est DB6, DB2, je sais plus. Le retour, enfin de beaucoup de choses, juste le simple flingue, le retour de Q, justement, qui est là pour. Mais qu'on n'avait pas avant, en fait, qu'on n'a pas vu dans Casino Royale, qu'on n'a pas vu dans Quantum of Solace, et qu'on voit, en fait, sous les traits de Ben Whishaw, qu'on voit avec, donc, lui filer une petite radio. T'es là, tu dis, mais il se fout de la gueule du monde, et un flingue à reconnaissance d'empreinte. Tu m'attendais, c'est James Bond. Je veux la montre qui fait le laser, je veux la montre, machin. Non, il n'y a pas tout ça, en fait. Et on l'avait plus ou moins compris parce que c'était pas présent dans les 2 épisodes précédents, donc dans Casino Royale et dans Quantum of Solace. Et donc du coup, ça donne sens. En fait, cet épisode Skyfall, c'est pour ça que c'est aussi un monument dans dans la, dans la continuité de James Bond, dans la partie Daniel Craig, mais quand même du cinéma, parce que bon, James Bond, c'est quand même un monument du cinéma, c'est quand même une licence ultra rentable aussi du cinéma, même s'il y a des épisodes qui étaient à la limite de faire fermer même la MGM à l'époque. Mais même là, je crois que cet épisode-là, No Time to Die, je crois que ça a été une catastrophe financière parce que ils ont avancé tellement d'argent et il a fallu tellement faire de reshoot, tout ça et tout, sans faire sortir le film, que c'était compliqué, d'autant plus que c'est pas des studios qui sont aussi puissants que Disney ou que peut-être la Warner ou quoi, même s'ils se sont fait racheter. Et c'est vrai que quand tu as ce retour d'épisode-là, que tu arrives à la fin, putain, il y a un sentiment de. En plus, le film est long, je crois qu'il fait 2h, 2h30 ou 2h45, enfin, c'est super long, quoi. Enfin, long, en durée, mais ça passe super vite, en fait. C'est là où tu vois le talent de Sam Mendes. Et tu te dis, putain, qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Parce que là, pour moi, on est arrivé vraiment au bout de ce qu'on peut faire. Et derrière, ils sortent au spectre. Et là, pour moi, ça va pas. C'est l'épisode que j'aime le moins à l'intérieur de cette partie. euh, Daniel Craig, parce que je trouve, je ne vais pas vous mentir, je l'ai vu une fois. Il n'est pas sorti hier, un Spectre en plus. On est en 2023, donc quand je tourne cette vidéo, il faut que je le revoie. Il y est là sur Amazon, donc je vais le refaire. Là, je me fais Quantum of Solace, et ensuite, je me ferai Skyfall et Spectre. Euh, quand l'annonce du casting a été proposée, on avait Christophe Waltz. Donc Christophe Waltz, c'est le dentiste dans Django Unchained. C'est le nazi dans Inglourious Bastard. Enfin, le nazi en chef, là, le nazillon en chef dans Inglourious Bastard, tout ça et tout, celui qui va chasser Shoshana. C'est une scène incroyable du cinéma. Tu dis qu'il n'y a que Tarantino qui peut faire ça, et en même temps, il lui faut un acteur pour pouvoir faire ça. Enfin, 2 acteurs, pardon, pour pouvoir faire ça. Et quand tu as un acteur comme Christophe Valls, tu dis waouh, incroyable. Mais je pense que la prod et les casteurs, ils se sont dit, lui, il y a trop de trucs à faire avec lui, il faut qu'on le récupère. Et ils ont raison, il y a plein de trucs à faire avec Christophe Valls. Le problème, c'est qu'en fait, dans Skyfall, dans Spectre, Christophe Waltz, il fait du Christophe Waltz. Et il fait pas du Sam Mendes dirigé, du Christophe Waltz dirigé par Sam Mendes. Et c'est con parce que quand t'es Sam Mendes, qui revient donc, si je dis pas de conneries, ne bouge pas une microseconde. Je vais regarder ça tout de suite. En même temps, t'as vu, hein, je te fais ça à la Raspberry, hein, en vrai. Juste pour voir. Donc j'ai l'iPad dans les mains, juste pour voir si c'est ça. Parce que je suis plus sûr, en fait, je crois que c'est Sam Mendes qui réalise en 2015, déjà, putain, en plus, quoi. Ouais, c'est Sam Mendes qui revient là-dessus. Et donc, qui contre-performe. Donc ça, je l'avais en tête, je l'avais bien en tête. Et donc, l'épisode, en fait, qui contre-performe. Alors après, magnifique, toute proportion gardée, évidemment. Qui contre-performe, bon, il fait quand même 880 millions de dollars
de recettes, donc on va pas pleurer. Mais l'équipe générale de MGM, de James Bond, de la James Bond Company, j'allais dire, elle veut autre chose. Elle veut du milliard parce que ben, le dernier épisode, il a fait du milliard. Donc du coup, c'est considéré comme une contre-performance. Bon, toute proportion gardée, évidemment, j'ai fait tomber plein de trucs. Donc toute proportion gardée, évidemment. Et c'est vrai que tu te dis, putain, quand même, vous abusez. Et en fait, on se rendra compte de cet abus-là quelques années après, quand sortira Batman v Superman, donc qui contre-performe selon les attentes, parce qu'ils voulaient leur film au milliard. On comprend hein, que vous vouliez un milliard, les gars, parce que 800 millions, 870, presque 900 millions, c'est pas assez. Mais quand même, euh, c'est, on comprend que vous attendiez forcément plus, parce que quand tu sors d'un succès colossal comme l'a été, Skyfall, tu as envie d'avoir un épisode comme Spectre qui va tout défoncer, franchement qui défonce tout au niveau du box-office. Le problème, je pense que c'est, putain, je vais re-regarder, vous me donnez 2 secondes. Léa Seydoux, putain, voilà, j'arrivais plus à me souvenir. Et je pense que le problème, je ne veux pas être méchant parce que j'ai pas vu toute sa filmographie, donc je vais pas me permettre de poser un, un point. Enfin, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais ce que j'ai vu où elle était, je l'ai pas trouvée excellente. Et en plus de ça, je suis pas persuadé que ce soit l'actrice idéale pour un rôle pareil. Sauf que son anglais est très bon. Euh, on se tape en plus une Monica Bellucci à l'intérieur de cette distribution. Et c'est dommage parce que à l'intérieur de ça, moi j'aurais aimé, donc je sais que Moni Penny, euh, elle est pas pour être sur le terrain, on nous le montre dans Skyfall euh, où c'est vraiment une catastrophe parce qu'en fait elle est pas là pour ça. Mais le truc c'est que la petite, c'est quoi, Noémie Harris, je crois que c'est ça, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, cette jeune actrice là, elle a tout. On voit donc que esthétiquement elle est très belle, mais au-delà du fait d'être extrêmement esthétique, en plus, elle a un côté ultra athlétique, donc elle perd après, mais on l'a vu dans Thor 3, Ragnarok, je crois que c'est. Donc voilà, un physique, putain, tu dis waouh, quel physique de fou. Et elle reste extrêmement gracieuse aussi, en plus de la volupté qu'elle est censée avoir donc en tant que Valkyrie. Et dans Skyfall, on voit ce côté ultra tanké, pareil aussi, quoi, en fait, qui est ultra agréable à voir et à se dire ah putain, ça pourrait faire une James Bond girl de ouf. Et non, en fait, bon, c'est Moni Penny, c'est très bien aussi, hein. Mais je trouve que c'est dommage parce que j'aurais aimé que ce soit un love interest de fond, mais pas comme Moni Penny où c'est un peu je t'aime moi non plus quoi en fait. Enfin, plutôt pour de son côté à elle, lui il en a rien à foutre, mais de son côté à elle c'est je t'aime moi non plus et du coup on comprend pourquoi parce que bah, finalement elle l'a quand même flingué. Donc c'est vrai que ça engendre un peu de rancœur de sa part, on peut le comprendre aussi, d'autant plus qu'il fait une petite chute absolument pas catastrophique. C'était quoi déjà votre ordre? Je vous dis de tirer, putain, je vous dis de tirer, bordel, un truc comme ça. J'adore. Et je pense que ça, couplé au fait qu'il y ait une Monica Bellucci qui soit en manque d'inspiration, dommage parce que j'adore l'actrice, vraiment, elle m'envoûte cette actrice. Et je trouve, ma mère trouve qu'elle vieillit mal. On vous en foutez de ma mère, mais vous avez tort d'ailleurs. Ma mère trouve qu'elle vieillit mal. Je trouve qu'elle vieillit très bien en tant qu'italienne. C'est terrible hein, de dire ça en fait. Il y a des stéréotypes qu'on voit beaucoup comme ça en fait, mais aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Quand on vieillit, on voit un peu plus de là d'où on vient en fait. Il y a un mème comme ça sur internet que vous voyez en fait, où on voit femme asiatique ou je sais plus ce que c'est, ou chinoise ou thaïlandaise, ou je sais plus exactement, mais je crois que c'est femme asiatique tout court, où on va marquer 20, 30, 40, il y a un dessin, et 50, il y a un autre dessin, et on voit de suite, on se dit oh putain, c'est des salauds de faire ça. Et c'est drôle, et en même temps, on pourrait faire la même chose aussi, peut-être la même chose pour les mecs, se dire putain, c'est vrai qu'à un moment donné, tu prends un coup, et, et on voit d'où tu es, c'est terrible en fait. Et enfin, c'est terrible, après, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et c'est vrai que là, avec elle, je crois que je suis pas persuadé, j'ai l'impression plutôt que ce casting, qu'il manque quelque chose dans ce casting,
de percutant. Parce que ramener des gros noms comme Monica Bellucci ou comme Christophe Waltz et tout, c'est génial. Ramener une Léa Seydoux, c'est incroyable aussi. Parce que bah voilà, c'est quand même. Si elle est là, malgré les pistons, elle n'est pas là pour rien. Je veux dire, les mecs qui font que James Bond existe, ils n'ont pas envie de se dire, oh non mais vas-y, on va mettre Léa Seydoux parce que c'est la fille de un tel ou un tel. Non, elle est sélectionnée pour certaines raisons. Je ne l'ai pas vu, mais il y a Dave Bautista aussi, qui joue Armor à glace, là, enfin qui joue le méchant caricatural, en fait, comme dans tous les James Bond. C'est pour ça que j'aimais bien dans Casino Royale, ce qui me plaisait, c'était le chiffre. Parce que le chiffre, c'est lui qui fait tout. Il n'a pas besoin d'associés, d'acolytes ou quoi, comme Javier Bardem dans Skyfall. Il n'a pas besoin d'acolytes, c'est lui qui fait tout. Quand il faut se filer, il va se filer. Quand il faut être le cerveau, il a le cerveau. Ça me plaît bien. Alors après, il a toute une bande avec lui. Et pareil pour le chiffre, hein, il a toute sa clique et tout. Mais le méchant qui est un peu bizarre au niveau esthétique, tout ça et tout, c'est lui. Alors que Christophe Waltz, ouais, il est chelou. Mais voilà, c'est pas l'ultra brut qui va se filer, tout ça et tout. C'est Bautista. Ça me plaît bien aussi. Ça fait un peu penser à Jaws. Là, c'était quoi? C'était Gueule d'acier en français, c'est ça? Ou comme Hot Job, vous savez, c'était l'asiatique, mais avec le chapeau, là, qui tuait les gens avec le chapeau. C'est un nain. Je me rappelle plus si c'était un nain. Peu importe. Et donc ça m'avait beaucoup plu dans Spectre. Après, le reste, c'est vrai que l'esthétisme de Spectre, très très fort. Mais ça m'a pas laissé de souvenirs impérissables. Vous voyez, alors que, par exemple, Casino Royale, après, je l'ai vu tellement de fois que forcément... Bref. Euh, donc on en vient à No Time to Die. J'en ai parlé auparavant, du coup. C'est la première fois, vraiment, honnêtement, euh, que je me pas que pour un James Bond, pour un film tout court. C'est la première fois que je vois un film qui me laisse autant sur ma faim. J'ai, le film, je peux même pas vous dire si je l'ai apprécié ou pas, si j'ai aimé ou pas, en plus vous en foutez, mais je le fais. Vous savez que tout ce que je fais là, tout ce que je dis, donc là en fait, donc ici pour vous, mais juste là pour moi, parce que je le filme avec l'iPhone en fait, avec la caméra frontale de l'iPhone, je le filme pour moi en fait, je le mets sur YouTube pour le plaisir de le mettre sur YouTube. C'est vrai que ça plaît à des gens, donc du coup je me dis bah pourquoi pas, mais moi je le fais pour moi en fait ce truc là. Et je me pose la question, mais j'y reviendrai, on en reviendra dans quelques temps, quand on ira sur Twitch, on fera je pense à un moment donné un petit live sur ce genre de trucs-là, sur des films et compagnie, on va faire, hein, forcément on va faire ça. Euh, je sais pas si je vais arriver à l'aimer cet épisode. Parce que, sachant qu'il s'était dit, on en fait 4 et après on le fait mourir, mais et nous là-dedans on se positionne où? C'est terrible, hein, d'essayer de se poser la question à savoir, mais attends, là j'en suis où? Où dois-je me positionner par rapport à ce que vous allez me proposer par la suite? Tu vois? Et c'est assez frustrant de se dire que on sait qu'on n'a pas la prise, on n'a aucune prégnance là-dessus, on n'a pas de prégnance sur une production cinématographique d'une telle ampleur, on n'a pas de prégnance sur les décisions d'un film d'une telle ampleur non plus. Et en même temps, c'est pas ce qu'on nous fait ressentir quand on va voir James Bond. On, peut-être parce que ça a 60 ans, peut-être même plus, peut-être 70 ans, peut-être. Ouais, c'est pas impossible, hein. Peut-être parce que donc ça a autant d'années, peut-être parce que on peut s'identifier à beaucoup de James Bond différents et en même temps à aucun. C'est un peu comme un super-héros, mais qui nous ressemble. C'est assez bizarre. Et le fait de se dire que putain, mais il meurt en fait, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Et en même temps, ça m'a touché. En fait, j'ai pas envie de voir ça et du coup, ça m'a touché. Et donc ça m'a plu aussi. Alors par contre, j'ai adoré la caricature du vilain joué par c'est Rami Malek, le mec de Mister Robot là, qui était et que j'avais découvert à l'époque dans 24 heures chrono. Il a un rôle dans 24 heures chrono et je m'en suis rappelé en revoyant 24 heures chrono, qui est ma série préférée que je regarde très souvent du coup. Enfin, très souvent, assez souvent. Et alors c'est ma série préférée, j'ai pas dit que c'était la meilleure, hein, c'est ma série préférée, on s'entend. Il y a plein de séries qui sont bien mieux, je le sais, je suis pas con, mais moi c'est ma série préférée. Et du coup c'est vrai que ce Rami Malek là, j'ai aimé le voir
il est gênant, je trouve. Il est ultra gênant. Il joue bien du coup, hein, il joue super bien pour ça. Je trouve pas que ce soit un bon acteur, à titre perso, mais je trouvais que ce rôle-là, il le jouait super bien. J'ai vu le biopic là sur Freddie Mercury, bon, voilà quoi. On aura l'occasion d'en parler. Je savais à quoi m'attendre avant d'avoir vu ça. Je l'ai pas vu au cinéma. À l'époque, c'était avec ma cousine, avec Karine, en fait, qu'on aurait dû aller le voir. Elle y avait été. Elle me dit ah et tout, tu devrais venir et tout. Je dis non, mais je sais exactement que ça va être ça, ça, ça. Enfin, c'est des cases précises. Et j'adore les biopics. Donc j'ai quasiment vu tous les biopics qui se font depuis 15 ans ou 20 ans. Et bon, les biopics en tête d'affiche. Et je savais que ça serait des poncifs complets, alors que le film qui retrace la vie, par exemple, de Elton John est beaucoup plus sémillant, il est beaucoup plus précis, enfin, il est beaucoup plus pointu, je trouve. Et il y a quelque chose qui me parle, qui m'a parlé beaucoup plus, en fait, à l'intérieur de ça, quoi. Et ce Rami Malek, il m'a mis mal à l'aise tout le long. J'ai adoré ce truc de l'ADN, là, qui... Ben, on se fait la bise et tu vas faire la bise à quelqu'un d'autre et c'est en toi pour toujours, tu l'as pour toujours. Et en même temps, j'ai aimé parce que ça m'a dérangé en fait. J'ai aimé parce que ça m'a mis un peu, alors de très loin, de la même, dans le même état d'esprit que de me dire putain, si ça c'est le futur. Donc un peu comme dans Black Mirror, vous savez, la série là de la BBC, qui est sur Netflix du coup, qui a été rachetée d'ailleurs par Netflix, je crois. Et, et en fait, où tu as l'expectative de te dire putain, mais en fait, si c'est ça un jour, mais ça va être un truc de fou. Comment on va pouvoir se dire là, je vais m'en sortir? Est-ce qu'on peut viser des gens d'une certaine manière? Est-ce que machin et tout? Ça m'a plu parce qu'en fait, ce procédé pour éliminer des gens, j'ai trouvé ça. En fait, j'ai trouvé ça incroyable parce que je ne l'ai jamais vu. Je suis pas persuadé de l'avoir déjà lu. Après, le problème, c'est ce que je dis souvent en fait, quand on me parle, on me dit ça, t'as vu? Je dis ouais, mais je me rappelle plus parce qu'en fait, je vois tellement de trucs, je lis tellement de trucs que, en fait, c'est pas qu'il y a rien qui reste gravé, mais c'est qu'en fait, il me faut du temps pour me souvenir si j'ai déjà vu ou si j'ai pas déjà vu en fait. Et là, ça, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu quelque chose comme ça qui servait de l'ADN, qu'on pouvait pas enlever, qu'on pouvait pas tout ça et tout, et qui c'est une espèce de capillarité humaine en fait, pouvait se retransmettre, à se transmettre plutôt que se retransmettre, qui pouvait se transmettre indéfiniment comme ça, ad vitam aeternam. Je trouvais que c'était assez fort. Et donc on s'est arrivé le plot. Je m'étais dit putain, bah, il va être contaminé et il va pas pouvoir rester au contact donc de Léa Seydoux, donc de son amoureuse et de sa fille, parce que James Bond a une fille. Euh, En fait, le love interest qui devient la maman, je peux comprendre. Mais du coup, ça place James Bond où? Et ça, par contre, vous voyez, c'est vachement. Et du coup, c'est bien parce que ça fait que c'est un épisode, pour moi en tout cas, ça fait que c'est un épisode qui va me parler en fait. Je sais pas si je vais le revoir rapidement parce qu'en plus, c'est un épisode qui est très long. Je trouve qu'il y a quelques faiblesses quand même au niveau de l'écriture. Il y a des longueurs, il y a il y a vraiment des longueurs, mais qui sont pesantes en fait, qui sont vraiment pesantes. Surtout quand on a la l'agent secret, enfin la 007, la 007 en fait, et que lui il revient au titre donc de commandeur, euh, comme si de rien n'était en fait. Ça me gêne un peu. Ce qui me gêne aussi, c'est 5 ans se passent, pas une ride de plus, pas de marque physique, pas de marque esthétique. Attends, on va pas tous à la guerre, on fait pas tous l'armée, tout ça et tout, mais bon, un minimum quand même. Je regrette que beaucoup de la communication ait été faite sur Ana de Armas et que on ne la voit pas plus à l'écran. Vous savez que je suis amoureux de Ana de Armas, je m'en cache pas. Du tout sur les réseaux sociaux, je m'en cache pas. Elle est sublime. Je suis amoureux parce elle a tout pour elle, cette meuf en fait. Il y a le cerveau, il y a la culture, euh, il y a le physique. En plus, ça compte. Pas me dire que ça ne compte pas. Elle est très très belle, donc ça compte, vous avez compris. Hein. Enfin, pour moi, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et d'autant plus important parce qu'on est dans un James Bond, donc ça a une prégnance particulière sur l'intérêt et la désirabilité qu'on va apporter à ce personnage-là, en fait. Et en plus, là, du coup, elle est ultra entraînée, machin et tout, donc ça donne encore plus envie de te dire, ah putain, c'est trop cool d'avoir à quelqu'un qui est comme ça. Et du coup, en plus, j'ai vraiment. Après, c'est peut-être une projection. On ne connaît pas les gens dans la vraie vie. Ces gens-là, on ne les connaît pas dans la vraie vie. Mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de calquer
l'idéal de ce personnage sur ce qu'elle est vraiment dans sa vie, en fait. Pas prise de tête, elle fait son truc un peu, on dirait un peu au pied levé. Tout ça, tu dis, putain, mais c'est marrant. Des personnages comme ça, on voudrait en voir plus souvent, quoi, en fait. Et là, je me dis, tu vois, vous voulez faire des spin-offs sur plein de trucs, ça serait un personnage ultra intéressant, parce qu'en plus, t'es à Cuba, meuf, donc du coup, il pourrait y avoir des scénarios de dingue complets à faire, avec un perso pareil, personne n'y pense, bon bref. Et ça m'a beaucoup plu. La partie 007 par une meuf, tu sens qu'on est dans une certaine période, avec l'inclusivité, avec le fait des minorités, mais c'est pas des minorités, en fait c'est ça le truc, c'est que pour moi c'est plus des minorités en fait, parce qu'en fait, euh, euh, en Angleterre, moi je me rappelle quand je bossais à l'époque avec mon père, j'ai jamais été, hein. Quand je bossais avec mon père, on avait plein de clients à l'époque qui étaient euh, anglais ou qui habitaient en Grande-Bretagne. Et il y avait plein de noirs, il y avait plein d'indiens, des indiens à gogo. Et, euh, et tu dis, je comprends que vous faites ça pour Hollywood, mais vous êtes où? Puisque vous êtes en Angleterre, si vous voulez mettre des minorités, mettez des minorités, enfin des soi-disant minorités, mettez-les, mettez des trucs qui ressemblent au pays où vous êtes. Donc mettez plutôt des Indiens en fait. Pourquoi forcément toujours mettre les mêmes? Là en l'occurrence, c'est mettre les mêmes. Et j'ai pas l'impression que ça serve vraiment à quelque chose. En fait, on aurait pu mettre une femme blanche, ça desservait pas la cause. On aurait mis une femme indienne ou une femme arabe, ça desservait pas la cause non plus. Ça aurait pas du tout été la même chose en fait. Et du coup, c'est moi qui ai tapé dans mon lit en fait. Parce que ma mère ouvre la porte comme ça, elle pense que ça, elle me voit parler, elle m'entend parler tout seul, mais ça la percute pas en fait que j'ai pas fini du coup de faire ce que j'ai à faire, on en a parlé juste avant. Et du coup, je me dis putain, c'est bizarre en fait parce que ça n'a pas d'impact en fait sur ce qu'on est censé ressentir avec le personnage, d'autant plus qu'on ne ressent rien. Parce que ce personnage, c'est là où, en fait souvent moi j'ai un problème d'accroche. Vous pouvez faire toute l'inclusivité, tout le côté inclusif que vous voulez. Si vous écrivez pas vos personnages, ça sera de la merde tout le temps. Qu'ils soient blancs, noirs, euh, euh, arabes, en fait, c'est même pas, arabes, ils sont caucasiens, donc enfin, ils sont considérés comme blancs, donc du coup, c'est mort. Mais indiens, asiatiques ou quoi, ça n'aura euh, aucune, aucun impact en fait. Si c'est pas écrit, ça n'aura aucun impact. Et donc, moi, j'ai du mal avec ça justement, le fait de vouloir se dire, ouais ben, on met ça parce que, et en plus évidemment, voilà, ça fait une pub. Alors, il y a plein de gens qui, enfin, vous connaissez un l'adage, hein, si on parle de moi, c'est déjà une pub. Ouais, mais ça dépend comment on parle de toi. Et il y en a plein qui vous répondent, moi, l'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Personnellement, je préfère qu'on parle de moi en bien que en mal, quoi. Si on parle de moi en mal, bah, ça veut dire qu'il y a des trucs, enfin, en mal, pas en bon terme. Ça veut dire que j'ai chié dans la colle à un moment donné, quoi, en fait. Et là, c'est un peu le cas. Je me dis, c'est un peu dommage parce que voilà quoi, c'est un peu comme les mots à l'époque qui disaient que ça serait peut-être Idriss Elba. Donc là, il y a un acteur qui est en lice pour jouer le futur James Bond. Donc qui est super sympa. Pendant quelques années, il a il a été au fait de savoir si ça serait pas euh, Damian Lewis. Damian Lewis, c'est l'acteur qui joue à l'intérieur de la série à succès Homeland, le rouquin, incroyable. Et là, donc, le futur James Bond, j'ai vu que ça serait. Donc, à l'époque, à un moment donné, donc justement, vous voyez, parce qu'on parle donc d'acteurs noirs, il était sujet de savoir si ça serait pas Idris Elba. Ça serait trop fort. Il a une classe de fou, il a une prestance incroyable, il accroche l'écran, il accroche la lumière en plus, parce qu'en fait, vous savez que c'est difficile à éclairer une peau noire au cinéma en fait, et donc du coup pour éclairer, c'est vrai que quand un acteur est trop noir en fait, enfin trop foncé en termes de couleur, c'est très difficile pour pouvoir l'éclairer, donc du coup c'est vrai que ça accroche moins à la caméra, et donc ce retour caméra, il est peut-être un peu moins bon. Et c'est vrai que comme Idriss Elba, il a la peau foncée, mais on sent, il y a un peu comme
le fils de Denzel Washington, celui qui joue dans Tenet, vous voyez, cette couleur de peau là, c'est exactement ce qu'il faut parce que ça accroche la couleur et c'est super beau en plus à l'écran. Moi j'adore parce que j'aime justement voir des peaux blanches bien éclairées et quand je regarde des films asiatiques, c'est un peu la même chose. Donc les films japonais surtout, c'était à l'époque c'était ça, ça me passionnait. J'avais un film que j'adorais comme ça quand j'étais plus jeune, c'était Millennium Mambo. Je pense que ça doit parler à personne, mais bref, je trouvais que les couleurs étaient extrêmement bien proposées, dispensées. Enfin, ça me plaisait beaucoup. Et, et là, en fait, ça parlait d'Idriss Elba. Je me dis, putain, ça serait super bien, parce que ça pourrait vraiment le faire. Et donc, ça parle de Taron Egerton, mais en fait, c'est pas ça. Est-ce que c'est pas James Norton? Est-ce que c'est pas James Norton? Je crois que c'est ça. Euh, James Norton, comme souvent, vous regarderez en même temps. Je vais pas vous faire des inserts pour rien. Ouais, c'est ça, c'est James Norton. Il a une bonne tête, et je pense vraiment, il a la tête de l'emploi, ce bâtard. Et en fait, il a une bonne tête, et c'est la tête du mec qui va se faire allumer dans tous les sens. Vous le savez hein, d'avance. Je vous le mets ici, peut-être, je sais pas si on va voir, si on va bien voir. Hop là. Donc ça le fait, je le fais à la route parce que j'ai pas envie de faire de montage. C'est quoi la pub, les trois mousquetaires? Donc c'est non. Hein. Et donc c'est vrai que je me dis donc, je vous fais pas le cursus du gars. Donc là c'est sur quoi, sur Allociné. Putain, je vais jamais là-dessus en plus. Et ça peut être vraiment cool. Quant à savoir justement ce que va être la suite du James Bond, moi j'attends avec impatience, je ne vais pas vous mentir, j'attends vraiment avec impatience de voir où ils vont aller. Je vais acheter les Blu-ray 4K de la phase Daniel Craig parce que je pense que c'est un pan du cinéma qu'on va regretter par la suite parce qu'on voit que le cinéma a changé beaucoup. Euh, pour moi trop, mais c'est comme ça, c'est comme ça, je vieillis donc forcément aussi c'est logique. Je pense que c'est un pan du cinéma qu'on va regretter par la suite. Et j'aspire à avoir ces films-là de la meilleure qualité possible parce que j'ai vraiment envie de voir ce que va être justement la suite. Où est-ce qu'on va nous amener? Est-ce qu'on va avoir droit à un James Bond euh, qui va utiliser d'autres méthodes que celles employées par Daniel Craig? Est-ce qu'on va revenir à quelque chose d'encore plus violent même que, enfin de plus violent, de plus brutal que ce que Daniel Craig a proposé, donc ce qui était proposé dans la phase avant euh, celui qu'il y avait avant, putain je l'ai dit tout à l'heure, Pierce Brosnan, donc quand c'était Timothy Dalton, ça me parlerait bien parce que moi c'était des épisodes, c'est quelques-uns de mes épisodes préférés vraiment. Bon après c'est les épisodes avec lesquels j'ai grandi, donc ça compte aussi. Enfin il y a un biais là-dessus quoi. Mais du coup voilà, donc du coup c'est beaucoup de questions, beaucoup de questionnements comme ça. Et je vous dis ce côté où on a affaibli James Bond énormément pour lui donner une humanité apparemment retrouvée. Je sais plus si ça me gêne ou si ça me plaît ou si ça me fait encore rêver par rapport à ce personnage-là. Parce que, je sais pas, ça m'a apporté vraiment une dose de satisfaction intense. Et, et en même temps, ça m'a apporté une dose de frustration durable. Je vous dis, je me laisse avoir moi par le cinéma vraiment. C'est pour ça que ça me fait marronner de plus y aller, mais tant pis. Il faut savoir résister à certaines tentations aussi, surtout des trucs dont on sait qu'on a besoin. Moi j'ai besoin d'aller au cinoche, mais le truc c'est que ben, tant pis quoi. Et à la fin de cet épisode, j'étais pas bien, parce que j'ai regardé. Enfin, j'étais pas bien. Je l'ai senti physiquement, je me suis dit putain, voilà, l'art c'est ça, le cinéma c'est ça. Et en même temps, alors, je sais que c'est pas un chef-d'œuvre, hein, je suis pas en train de dire que c'est du grand art, mais ça fait partie de l'art, c'est une pièce de l'histoire de l'art. Et cette pièce d'histoire de l'art, je me dis, il y a quelque chose pour moi qui me. Ça m'exaspère pas, hein. C'est pas que j'aurais pas le bon terme en fait, mais ouais, c'est que c'est ce qui me dérange en fait. Qui me dérange de fou parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse faire mourir un personnage comme ça, ce personnage, de cette manière-là. Ça me semble. Ça me semble pas être juste pour le personnage, mais ça me semble pas être justifié, scénaristiquement parlant, non plus. Parce que, ben, évidemment,
les portes du bunker se referment, donc il est obligé d'y aller, et donc il fait le sacrifice du héros. Mais le sacrifice du héros, il doit s'inscrire dans quelque chose. Et ça va pas avec le James Bond de l'arc Daniel Craig. Mais ça va pas avec James Bond tout court, mais avec l'épisode, avec l'arc Daniel Craig, ça n'y va pas du tout. Il en prend plein la gueule, oui, mais il se relève toujours. Et de le tuer comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'on tue une part importante du cinéma au travers de James Bond. Donc du coup, pour faire revivre le personnage, donc on se comprend, hein, c'est pas le fait qu'il soit mort qui me dérange, c'est le fait des raisons pour lesquelles il est mort qui me dérange. Euh, je le prends, James Bond, à chaque fois qu'on prend un épisode, pour moi c'est juste un épisode, c'est quelque chose de mythique, donc c'est un peu comme Zelda, comme tous les gens qui cassent les couilles à vouloir une cohérence, à savoir quel épisode est premier, quel épisode est après, machin et tout. Vous jouez au jeu, vous prenez le jeu et c'est tout. Mais il y a trop de gens maintenant pour qui il faut toutes les explications de la Terre, parce que sinon les pauvres, ils sont perdus. Mais l'art aussi, c'est savoir se perdre pour mieux se retrouver. Et là, justement, j'ai un peu cette impression-là, donc comme quand Nintendo avait sorti, je sais plus où il est, je crois il doit être là derrière, ils avaient sorti l'encyclopédie, c'est quoi, c'est Hyrule Encyclopédia, je crois que c'était ça, donc l'encyclopédie de Hyrule ou Hylian, je sais plus. Vous savez, le bouquin vert là, où ils canonisaient les épisodes. Et bien en fait, le fait de canoniser les épisodes, ça enlève leur substance mythique. Et moi, quand je jouais à Zelda, je me suis jamais posé la question lequel était le premier. Je joue au premier jeu, c'est le premier, le deuxième, c'est le deuxième, le troisième, c'est le troisième, et ainsi de suite. Et s'il y a des choses qui m'évoquent tel ou tel truc à droite ou à gauche, c'est peut-être parce qu'il y a une résonance. Mais j'ai pas besoin de savoir ce qui est canon ou pas pour apprécier l'œuvre. D'autant plus dans une œuvre qui n'a pas de chronologie. C'est ça le truc. Vous savez, c'est pas comme quand vous regardez, moi quand j'étais gosse, je regardais les épisodes, je regardais Dragon Ball, j'adore Dragon Ball, et l'épisode 1, c'est l'épisode 1, parce qu'en fait il faut une introduction. L'épisode 2, c'est l'épisode 2 parce que c'est la continuité. Et le dernier épisode, c'est le dernier épisode parce que voilà. Donc vous voyez, et donc tout ça c'est avec des arcs scénaristiques et tout à l'intérieur, et donc tout ça c'est une cohérence qui se tient. Pour James Bond, j'ai pas la sensation qu'il ait été besoin un jour d'avoir une certaine cohérence entre tous les épisodes pour savoir s'ils se tenaient ou pas, parce que justement le fait qu'il y ait eh bien, Q qui traverse les époques, qu'on ait M qui traverse les époques, qu'on ait donc Moni Penny qui soit jamais incarnée par la même actrice ou qu'il l'ait été pendant certains épisodes, et James Bond par contre qui change beaucoup plus souvent que le reste des autres acteurs, et bien justement ça donnait un côté ultra métaphorique à ce que ça pouvait être un héros, et donc ça le sacralisait complètement. Là on le désacralise, ça me gêne pas, mais à quelle fin pour le faire mourir. Donc en fait, j'appréhende pas le fait qu'il le fasse euh, revivre, parce qu'il ne revivra pas. J'ai compris que c'était aussi, c'est ce qui a été expliqué par Daniel Craig, j'ai compris que c'était aussi le fait de vouloir ne plus revenir et être certain qu'on lui casserait plus les couilles en lui disant non mais tu comprends Daniel, c'est toi qu'on veut en James Bond parce que t'es le meilleur. Donc qu'on lui fasse pas le coup qu'on a fait à Sean Connery, voilà, qu'on a essayé de faire revenir dans un épisode non canon, mais tu comprends, c'est quand même. Donc c'est vrai que quand tu as ça, tu as un précédent, tu as envie d'avoir ta carrière en dehors de ça aussi, tu as envie d'exister. Et là, apparemment, enfin, j'ai pas vu le film là, mais la suite, la suite de À couteau tiré, j'ai pas vu. C'est Glass Onion, je crois que c'est sur Netflix. Ça a l'air cool. Je sais pas, j'ai pas vu, donc, mais ça a l'air cool. Et du coup, je me dis, putain, c'est fort, voilà, moi c'est fort, et du coup bah, c'était pour ça que je voulais vous partager tout ça. Ça fait beaucoup de parlotte, j'espère ne pas m'être perdu dans tout ce que j'ai dit, je vais absolument pas dérocher, je vais simplement la programmer pour vous proposer ça comme ça, et la suite de mon enregistrement va pas se faire tout de suite, je comptais le faire aujourd'hui, mais je vais pas le faire aujourd'hui, ça sera bon, demain dimanche, donc je vais à Montpellier, donc du coup ça sera pas ça, mais lundi je pense que je vais enregistrer, j'aurai mon petit carnet, vous me verrez, donc on sera fringué différemment, je serai aussi coiffé différemment. Là, je vais me faire Quantum of Solace, comme ça, moi, je vais bien en profiter. Je vous fais des bisous, la team. À plus. Ciao, ciao.